En tant qu'expert ou en tant que... Non, j'ai été appelé... Non, j'ai été appelé par le président Tshisekedi qui a demandé qu'il voulait réunir les gens pour réfléchir sur la situation du pays et déterminer ensemble où est-ce que nous allons partir. Donc je suis parti là-bas. Moi, pour l'instant, je ne vais pas vouloir quitter, mais la loi est dure, c'est la loi. C'est comme ça que les Romains disent, dura lex, sed lex. Les Romains disent cela pourquoi? Parce que quand il y a des principes, tout le monde doit les respecter. Dans notre cas, ce qui nous unit en tant que pays, c'est la Constitution. Cette Constitution, elle est claire. Dans son article 70, je crois, elle dit que le mandat du président de la République est de 5 ans. Moi, j'ai toujours pensé que le dialogue est nécessaire. Pourquoi? Parce que dans un pays où il y a des valeurs démocratiques, et quand il y a des problèmes qui fâchent, il faut en parler. Mais en parler ne veut pas dire que vous allez là-bas pour un cadre comme celui-ci. En une semaine, il est convoqué au tribunal, en une semaine, il est inculpé, en une semaine, un jour après, il est condamné. Alors tout ça, ça ne donne pas l'air d'être un procès. Plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté, Congo, don béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis content de vous avoir nombreux en train de nous suivre partout de par le monde. C'est bel et bien Live from US avec Blaise Mukenge. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial qui n'est autre que le docteur Noël Tchani, l'auteur de Au grand mot, les grands remèdes. Il a aussi écrit, je voulais dire, La force du changement, un livre dans lequel il détaille les plans Marshall devant permettre à développer le Congo pour une période de 15 ans qui sera financée en moyenne de 800 milliards de dollars s'il est élu. Bonjour, docteur. Bonjour. Je suis content de vous avoir dans ce programme. Merci beaucoup de m'avoir sur votre plateau. Ok. Docteur, de prime abord, je sais que vous êtes candidat à la présidence de la République. Qu'est-ce qui vous a motivé à être candidat? Vous savez, quand on est congolais et qu'on fait le diagnostic de la situation de la République démocratique du Congo, on réalise vite que nous avons des gros défis de développement à relever. Quel est le diagnostic que j'ai dû mener d'abord sur la situation du Congo? Je trouve que notre pays est aujourd'hui classé comme étant le pays le moins développé de la planète. C'est-à-dire que nous avons le produit intérieur brut par habitant le plus bas possible. Nous avons 394 $. C'est le plus bas revenu par tête d'habitant aujourd'hui, en comparaison donc à tous les autres pays du monde. Ça veut dire que nous sommes le pays le moins développé possible. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Pourquoi? Parce que le Congo a beaucoup de ressources naturelles. Quelles sont ces ressources naturelles dont nous disposons? Le Congo a un répertoire de 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars. Et qui a répertorié? C'est du temps de la Belgique? C'est des études qui ont été actualisées. C'est des études qui ont été faites non seulement du temps colonial, mais aussi qui ont été actualisées, bien sûr par des institutions internationales à travers donc, des spécialistes donc, dans des domaines différents, dans ce domaine particulier donc, des mines. Alors, basé sur ce répertoire-là, au-delà d'ailleurs donc de ce répertoire donc, des minéraux, le Congo donc
a 125 millions d'hectares de terres arables, bonnes pour l'agriculture. Nous utilisons aujourd'hui moins de 5% de cela. Au-delà donc de cela, nous avons 135 millions d'hectares de forêts. Nous utilisons à peine 1% de cela. Des forêts. Nous avons 53% des réserves d'eau d'Afrique, les réserves d'eau. Nous avons, le Congo a 15% des réserves d'eau du monde. Avec toutes ces ressources, sans pouvoir compter donc les potentialités hydroélectriques, comme le barrage, le site Dinga, qui est capable donc de produire 45 000 MW d'électricité. En plus de cela, on a aussi donc d'autres sources d'énergie renouvelables telles que le solaire, la biomasse, ainsi de suite. Vous trouvez qu'avec toutes ces ressources-là, pour que nous soyons aujourd'hui classés comme étant le pays le moins développé de la planète, il y a un problème. Quel est ce problème? Nous avons des défis de développement à relever au niveau du leadership politique. Nous avons des problèmes de paix et de sécurité. Nous avons un environnement des affaires qui est nauséabond, qui chasse les investisseurs au lieu de les attirer. Nous avons les défis infrastructurels. Aujourd'hui, un grand pays comme le nôtre, nous avons à peine 24 000 km de routes pavées, alors que nous avons un pays donc de 2 342 000 km². Alors, nous avons des hôpitaux qui n'existent que de nom, des écoles publiques qui n'existent que de nom. Donc, tout est à faire et à refaire en République démocratique du Congo. Je me suis posé la question de savoir par où faut-il commencer et comment faut-il s'y prendre. Je considère que le point de départ, c'est de doter le Congo d'un leadership intelligent qui peut gérer le pays, pas par la force des armes, mais par l'intelligence, en rassemblant toutes les compétences des ressources humaines, des ressources financières, en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et en les motivant pour qu'ils puissent donc contribuer au développement du pays. Et maintenant, les plans Marshall, les chiffres que vous avez donnés de 800 milliards de dollars américains. Vous, je sais que vous êtes un économiste de formation, aussi un homme en matière monétaire, un expert aussi. Avez-vous seulement fait des compilations informatiques pour nous donner des chiffres? Vous avez fait des recherches approfondies ayant abouti à ces 800 milliards de dollars américains? Vous savez que le travail que je fais pendant 25 ans à la Banque mondiale consiste à pouvoir préparer des programmes de développement, évaluer ces programmes de développement et en les mettant en œuvre pour voir si les moyens qu'on avait identifiés qui sont nécessaires pour mettre en œuvre donc ces programmes de développement ont été suffisants. Qu'est-ce que je fais dans le cas, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Oui. Dans le cas de la RDC par exemple, je vais vous donner juste quelques idées pour que vous puissiez réaliser que nous parlons, si nous voulons changer donc les choses de façon tangible. On doit faire un diagnostic réel et pas faire des réformes cosmétiques qui, à la fin de l'année, on se tape les épaules en disant que nous avons réussi, mais on a laissé le problème qui n'a pas été résolu. Par exemple, pour que le Congo soit électrifié totalement aujourd'hui. Oui. Je ne parle même pas donc des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire, biomasse, ainsi de suite, mais utilisons simplement l'énergie hydroélectrique si on veut construire donc le grand barrage Ninga, Grand Inga. Ce projet est estimé à 80 milliards de dollars, sans compter les intérêts. 80 milliards de dollars. Si on construit donc Grand Inga en investissant autant d'argent, il est estimé que chaque année, le projet pourra rapporter à peu près 15 milliards de dollars dans les caisses de l'État. Moi, je considère que c'est un projet qui est rentable, qui permettrait donc d'industrialiser le Congo, de distribuer l'électricité donc à tout le monde, et de même exporter donc l'électricité à d'autres pays africains ou même vers les pays donc d'Europe ou bien du Moyen-Orient. Donc ça, c'est un projet simplement. Si on veut construire donc le réseau routier, oui. Et j'ai une carte d'ailleurs que je pourrais donc vous présenter, peut-être lors de la présentation donc demain, de la conférence demain, oui. On a élaboré un réseau routier qui pourrait permettre de construire des autoroutes, des routes et des autoroutes de qualité, au même titre que les routes que nous voyons ici à Houston, à Dallas, au Texas. Texas, oui. Donc ces routes-là qui pourraient permettre de partir par exemple de Bakongo, de Boma jusqu'à Kisangani en 2-3 jours en voiture, ou bien de partir de Sakanya au bas du Katanga jusqu'à Zongo, à la frontière avec la République centrafricaine, oui. En 2-3 jours aussi donc en voiture, pour arriver à construire ce réseau routier qui relie tout le Congo. Ça coûterait combien? Nous estimons cela donc à peu près 200 milliards de dollars. Donc c'est des gros chiffres, mais qui répondent au pari de développement que nous devons relever. Si nous voulons, je vous donne un exemple, si nous voulons que le Congo paraisse demain comme Texas où nous sommes aujourd'hui, oui. Ça coûte combien? C'est ça l'estimation que j'ai faite pour arriver à déterminer que nous avons besoin de 800 milliards de dollars, secteur par secteur, construire les écoles, les hôpitaux, les routes, les infrastructures, donc des bases, l'électricité, ainsi de suite là-bas. Donc voilà comment j'ai dû procéder pour arriver donc à déterminer ce montant. Ok, et bien ça s'étend à combien d'années en termes
du temps élapsé pour palper le développement en question? Je vous informe que lorsque j'ai élaboré le réseau routier dont je parle, Oui. j'ai dû travailler avec un groupe de compatriotes qui sont résidents en Belgique, mais que j'avais mis en contact avec une entreprise américaine qui était impliquée dans la conception du réseau routier de Dallas, ici aux États-Unis. Ils ont regardé la carte, ils ont fait des estimations et ils ont déterminé que ces routes-là peuvent être construites en l'espace donc entre 7 et 10 ans si on a tous les moyens. Et ils m'ont même dit que c'est plus facile de construire dans un pays où le réseau routier n'existe pas déjà, où il faut détruire donc l'ancien réseau routier, comme on a fait par exemple la rénovation du réseau routier donc de Dallas. Et c'est plus facile de construire au Congo que de le faire ici, parce qu'au Congo, il n'y avait pas de route il n'y a pas de route qu'il faudrait donc terrasser pour pouvoir donc refaire donc à zéro. Donc j'estime que le plan Marshall tel que je l'ai conçu, avec une période donc de mise en œuvre donc de 15 ans, ce serait largement suffisant pour arriver à mettre en œuvre toutes les activités qui sont prévues ici. Maintenant au Congo, qu'est-ce qui manque à l'homme congolais effectivement pour appuyer un plan comme celui-ci et aller de l'avant pour le développement du pays? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que dans le passé, on a connu des problèmes de leadership. Depuis 1960, vous savez comment le Congo a été géré, Oui. et comment nos dirigeants sont arrivés au pouvoir. Oui. Quand on arrive au pouvoir, pas par des moyens démocratiques, mais par d'autres moyens, on n'a pas de compte à rendre en réalité donc au peuple. On est distrait avec des rébellions, des guerres à répétition, ainsi de suite. Là. Et peut-être il a manqué la vision. Pour arriver donc à faire tout ça, il faut que quelqu'un ait conçu ce plan et qu'il dise donc, il explique au reste de la population que voilà, nous pouvons mettre en œuvre ce plan pendant telle période de temps, ça demandera autant de ressources et je voudrais que vous puissiez tous participer. Mobiliser donc les Congolais à participer aux efforts de développement donc de leur pays. Je pense que toute cette combinaison a manqué dans le passé. Aujourd'hui, le Congo est plein de ressources humaines. Nous avons des Congolais qui sont qualifiés, qui ont étudié non seulement au Congo, mais également qui ont étudié à l'étranger, qui ont travaillé non pas simplement au Congo, mais également qui ont acquis de l'expérience professionnelle donc dans des sociétés plus modernes, plus organisées donc que nous. Donc, si on arrive à mobiliser donc toutes ces ressources humaines et qu'on les mette donc à la disposition donc de la République, avec une vision de développement donc comme celle que nous avons aujourd'hui, avec un bon leadership, un bon système donc de motivation de ces gens pour qu'ils puissent se sentir donc à l'aise à participer donc au développement de leur pays, je pense que nous pouvons faire des miracles. Mais avec les insurrections, des violences, des guerres sporadiques, des par-ci par-là, surtout à l'est de la République du Congo, comment comptez-vous apporter le calme, pacifier le pays? Si on veut parler de développement, il faut qu'il y ait d'abord la paix. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce domaine-là? Le premier pilier du plan Marshall que je propose, c'est promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie. Qu'est-ce que j'entends par là? Le Congo, en tant que pays, a besoin de pouvoir se doter d'une armée républicaine, une armée de professionnels. Le Congo a besoin de se doter donc d'une police qui est vraiment au service de la population, qui maintienne la paix au lieu donc de pouvoir harasser la population. Nous avons besoin donc d'un service donc de renseignement professionnel. Pas donc des gens qui sont en train donc de filer des individus afin de pouvoir donc les traquer pour empêcher qu'ils puissent donc jouir de leurs libertés individuelles. Donc, si nous devons restructurer le pays, nous devons commencer par restructurer l'armée, la police, les services de sécurité, mettre en place des institutions crédibles, des institutions fortes qui puissent donc asseoir le développement du pays. Et j'estime que les Congolais aujourd'hui, ils ont vu les conséquences de la gestion du pays par des rébellions, par des guerres, par ceci, cela. Et tout le monde voudrait que nous puissions donc retrouver donc la paix. J'estime que si nous arrivons au pouvoir par des moyens démocratiques et que nous arrivions à expliquer ce plan de développement aux Congolais pour qu'ils puissent voir ce que leur pays peut devenir, si on arrive donc à mettre en œuvre une véritable vision de développement, tout le monde a gagné avec la mise en œuvre de ce plan et je pense que tout le monde pourra donc y adhérer. Et c'est ça qui nous a manqué dans le passé. L'appropriation du programme, c'est quelque chose de très important pour le succès de tout ce que nous voulons faire. Mais que faites-vous pour vulgariser ce livre en République démocratique du Congo en particulier? Bon, la première chose que j'ai faite, c'était déjà de mettre les idées sous forme de livres. Oui. Bon, j'ai publié les livres, c'est des livres qui sont publics, qui sont accessibles aujourd'hui donc à tout le monde. Tout le monde peut les commander sur Internet. Bientôt, donc, on va envoyer tout un lot à Kinshasa et ça va être distribué donc à l'intérieur donc du pays dans toutes les provinces. Et nous pensons même traduire certaines portions donc de ce livre en langue vernaculaire, en Swahili, en Tchoulouba, en Lingala, et ainsi de suite. Et je compte même faire le tour de la République maintenant. J'en avais déjà parlé avec les autorités congolaises
et qui m'ont dit que je n'avais pas donc à demander l'autorisation en tant que Congolais. Je peux donc juste aller faire le tour de la République, aller dans toutes les provinces, présenter dans les universités pour que les étudiants puissent apprendre, poser des questions et puis s'imprégner donc des idées qui sont donc contenues donc dans ce plan. Donc c'est ça que nous sommes en train donc d'envisager, mais bon, il y a toute une question donc des moyens de logistique qu'il faudrait donc que nous puissions donc résoudre. Mais on travaille donc là-dessus et bientôt donc je vais faire le tour du pays pour sensibiliser les gens. Docteur Tchani, comment vous comptez arriver au pouvoir? Vous comptez être candidat indépendant ou vous comptez faire alliance avec quelconque formation politique ou famille politique actuellement au Congo? Bon, vous savez, je vous ai dit que je voudrais dire que nous sommes en train de réfléchir sérieusement pour nous présenter aux élections présidentielles. Et ce n'est pas une réflexion que je mène simplement en tant qu'individu, mais nous avons tout un groupe de personnes donc, qui sont impliquées dans cette réflexion-là. Alors maintenant, si on arrive donc à prendre cette décision-là, moi, je crois dans les moyens démocratiques. Je n'ai jamais été dans la rébellion et je ne crois pas que la rébellion, donc, c'est une situation qui pourrait amener donc la paix durable donc, dans un pays comme le nôtre. Quelle que soit la situation, nous devons travailler pour que le Congo puisse asseoir des institutions démocratiques. Et moi, je voudrais, si je dois arriver donc au pouvoir dans un pays comme le nôtre, je souhaiterais donc passer par la voie des urnes. Alors maintenant, je n'ai pas d'affiliation politique pour l'instant. J'ai créé une structure d'appui pour la sensibilisation et la sensibilisation au plan Marshall, mais également la mobilisation donc, des masses pour que les gens soient éduqués, qu'ils comprennent ce que c'est le plan Marshall, ce que c'est cette vision de développement et ce qu'elle peut faire pour notre pays. Donc je le fais en tant que fonctionnaire international qui n'a pas d'affiliation politique pour le moment. La structure d'appui, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une plateforme politique. Donc nous travaillons dans ce cadre-là. Mais cela étant, j'entretiens d'excellentes relations avec des partis politiques qui ont pigeon sur rue. Tous les grands partis politiques, donc je rencontre donc leurs leaders quand j'en ai l'occasion. Et d'ailleurs, pratiquement tous ces grands partis politiques ont demandé que je puisse sensibiliser donc leur cadre en leur présentant le plan Marshall, en leur présentant cette vision de développement pour que tout le monde puisse donc s'en imprégner. Il arrivera donc un moment où on devra se concerter avec ces grands partis politiques ou bien leurs leaders pour déterminer qui parmi nous a le meilleur profil possible pour se présenter aux élections présidentielles et porter donc le drapeau pour représenter donc tout ce groupe-là qui va se mettre ensemble et éventuellement donc défendre ce projet de société. Donc voilà la façon dont je procède. Donc pour l'instant, je suis un indépendant, je suis un fonctionnaire international, je n'ai pas d'affiliation politique, mais je voudrais rassembler au maximum, rassembler donc tout le monde autour d'une vision de développement, plutôt que... Vous savez, chez nous, le problème que nous avons, c'est quoi? Oui. Nous avons 600 partis politiques, ou plus que ça. 600 partis politiques dont je ne connais pas les projets de société. Au moins, je vous présente un projet de société et j'appelle ces partis politiques en leur disant venez adhérer à cette vision de développement. Si nous nous mettons ensemble et que nous acceptons que cette vision de développement donc, nous convient pour transformer fondamentalement le Congo, alors choisissons parmi nous la meilleure personne qui puisse défendre cette vision de développement et que cette personne se présente aux élections présidentielles et qu'on puisse donc la soutenir. Voilà donc la logique que je suis en train donc de suivre. Prof, moi habitant aux États-Unis, j'ai remarqué que vous êtes au moins nombre de 5 de candidats potentiels qui ont manifesté leur souci de postuler la grande magistrature en RDC. Est-ce que vous n'avez jamais pensé vous réunir, à faire une réunion, tous les candidats là qui viennent des États-Unis? Vous savez, nous vivons aux États-Unis. La première chose, regardons donc le système américain, comment ça fonctionne. Quand il y a des gens qui veulent se présenter aux élections, ils ne se réunissent pas avant pour dire donc, entendons-nous qui va se présenter. Non, il faut qu'ils puissent aller sur le marché et chacun vende ses idées, oui. Qu'il puisse présenter son projet de société. Moi, j'ai sorti mon projet de société. J'ai encore donc à connaître les projets de société donc, des autres. Et en ce moment-là, on va essayer donc de parcourir le système de compétition en présentant ces projets de société donc auprès de nos compatriotes. C'est lui qui aura donc le plus de voix. Bon, il n'y a pas un système de primaires malheureusement. C'est lui qui aura le plus de voix, donc pourra donc aller jusqu'au bout. Mais tout récemment, je voudrais attirer d'ailleurs votre attention à un article qui est sorti donc dans la Libre Belgique tout récemment. Je pense que ça fait à peu près 2 semaines. Cette Libre Belgique a fait son enquête et a fait en quelque sorte donc a pu retrouver ou bien a pu faire donc le résumé donc de 7 candidats qu'ils estiment donc qu'ils ont un profil donc qui pourrait répondre éventuellement aux impératifs donc électoraux au Congo. Okay. Et je crois que c'est une base déjà. Donc si vous regardez donc cette liste là préparée par la Libre Belgique, vous allez voir ils ont présenté chaque candidat avec ses points forts, ses points faibles et ses atouts, ses inconvénients et
j'estime que chacun de nous travaille sur les points faibles pour pouvoir donc s'améliorer et éventuellement devenir beaucoup plus compétitif. Oui, il y a un témoignage du président, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, dans l'un de vos livres qu'il a écrit le préambule ou le préface. Je voudrais que vous puissiez un peu nous parler brièvement du temps que vous avez vécu au Sénégal. En fait, je n'ai jamais vécu au Sénégal, mais j'ai couvert le Sénégal et les pays d'Afrique de l'Ouest à partir de la Banque mondiale à Washington. Donc j'ai couvert tous les pays de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans ce cadre-là, j'ai dû travailler sur le Mali, j'ai travaillé sur le Burkina, sur tous les pays, les 8 pays donc, membres de la zone UEMOA, y inclut donc le Sénégal. Et en ce qui concerne le Sénégal en particulier, quand j'ai rencontré le président Diouf, le Sénégal ne remboursait pas ses dettes à l'écart du Club de Londres. Donc ils étaient en cessation des paiements. Ils étaient coupés de la communauté financière internationale parce qu'ils ne remboursaient pas donc les dettes. Et vous savez, à l'époque, si vous ne remboursez pas par exemple la dette due à la Banque mondiale ou bien au Fonds monétaire international, vous êtes complètement coupé de tout. Donc on ne peut pas vous prêter de l'argent. Il a fallu trouver des mécanismes pour régler ce problème-là. C'est comme ça que j'ai rencontré le président Diouf. Il était encore président du Sénégal. Et moi et mon équipe, donc, on lui a présenté tout un programme de qu'est-ce qu'il fallait faire pour arriver donc, à éliminer l'endettement. Il lui a expliqué d'ailleurs les avantages de ce que le Sénégal pouvait tirer d'une élimination donc, des dettes avec le Club de Londres de cette façon-là. Et il avait suivi le conseil, lui et son gouvernement, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû mobiliser donc, de l'argent sous forme de dons. On a racheté la dette sur les marchés secondaires, moyennant une décote. La décote était de 84% de la dette, c'est-à-dire qu'on a payé en réalité aux créanciers à peine 16% de la valeur faciale de la dette, à condition qu'ils éliminent les 84%, mais également tous les intérêts en arriéré. Une fois qu'on a fait ça, on avait nettoyé l'ardoise. Il fallait maintenant monter un programme de réformes économiques, amélioration de l'environnement des affaires, restauration du secteur bancaire, réforme dans le secteur donc, de l'eau, de l'électricité, les réformes infrastructurelles, et ainsi de suite. Après avoir mené ces réformes pendant une période donc, de 2-3 années, le Sénégal avait retrouvé la crédibilité financière et est allé demander la notation auprès des agences de notation internationales telles que Standard & Poor's, Fitch. Et donc, on a demandé donc, cette notation. On leur a donné une note qui n'était pas très satisfaisante pour commencer, mais ils ont continué à s'améliorer année après année. Et aujourd'hui, le Sénégal peut émettre des emprunts obligataires sur le marché, ramasser donc des ressources du marché, utiliser ces ressources par exemple pour construire les routes. Et en construisant donc les routes, on met le système de péage, les gens payent pour utiliser donc la route et ils utilisent cet argent pour rembourser donc la dette. C'est ainsi qu'il y a un développement spectaculaire du Sénégal sur le plan infrastructurel, la construction de l'aéroport, la construction donc des routes, ainsi de suite là. Donc le président Diouf a été très reconnaissant de ces efforts-là que j'avais fait pour son pays ou en travaillant donc avec eux. C'est comme ça qu'il avait accepté donc de... Il a mentionné dans ce livre en particulier, quand il a écrit, il y a un passage à votre contribution au développement du Sénégal. Mais comment est-ce que vous avez fait au Sénégal a réussi et est très positif. Je vous ai vu dans le conclave de Genval en Belgique. Quel est votre apport? Quel est votre apport en tant que... Vous êtes allé en tant qu'expert ou en tant que... Non, j'ai été appelé... Non, j'ai été appelé par le président Tshisekedi qui a demandé qu'il voulait réunir les gens pour réfléchir sur la situation du pays et déterminer ensemble où est-ce que nous allons partir. Donc je suis parti là-bas. Moi, pour l'instant, je travaille à la Banque mondiale. Oui. Je suis fonctionnaire international et je n'ai pas d'affiliation politique. Donc je suis neutre, indépendant, donc, mais je suis très impliqué donc, dans la vie politique congolaise parce que je publie, je parle donc de ces choses-là et tout le monde m'attribue donc l'intention de pouvoir me présenter aux élections présidentielles. Donc c'est tout à fait normal que quand on parle donc de ces questions d'intérêt national, que je sois donc associé à cela. C'est dans ce cadre-là que j'ai été donc appelé, donc je suis allé et j'ai trouvé que c'était très enrichissant, non seulement de m'entretenir avec les gens de l'UDPS autour du président Tshisekedi, mais également de rencontrer les autres acteurs politiques congolais, des opposants de tout genre. Et j'ai parlé avec eux, c'est la première fois que j'ai rencontré autant de monde dans un même lieu parlant des questions congolaises de façon civilisée. Et on est resté le premier jour, par exemple, jusqu'à 2h, 3h du matin. Deuxième jour, donc la même chose, l'accord de Genval, dont vous avez entendu parler. Cet accord donc, a été signé littéralement donc, à 2h du matin. Donc j'ai trouvé que c'était très enrichissant que les Congolais se retrouvent, quelle que soit donc leur divergence politique, pour parler donc de la situation du pays et parvenir à un accord sur ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Pour le président Joseph Kabila, après a fait un mandat, un deuxième, comment est-ce que vous envisagez un proche avenir? Parce que les impressions que nous avons en Amérique, c'est que
tout est en train de se faire pour qu'il ne puisse pas quitter le pouvoir. Vous savez, on peut ne pas vouloir quitter, mais la loi est dure, c'est la loi. C'est comme ça que les Romains disent. Dura lex, sed lex. Les Romains disent cela pourquoi? Parce que quand il y a des principes, tout le monde doit les respecter. Dans notre cas, ce qui nous unit en tant que pays, c'est la Constitution. Cette Constitution, elle est claire. Dans son article 70, je crois, elle dit que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une fois. Le président Kabila, on ne compte même pas les années qu'il a passées avant 2006. Ce mandat a commencé donc à courir donc à partir de 2006. Il a fait 2006 jusqu'à 2011, 5 ans, 2011 jusqu'à 2016, 5 ans. La loi est dure, c'est la loi. Le 19 décembre, il doit partir. Donc c'est ça, ce que dit la Constitution. Aujourd'hui, maintenant, toutes les gymnastiques que les gens peuvent dire, faire à gauche, à droite, lui-même, il n'en parle pas. Il n'a jamais dit qu'il voudrait rester ou qu'il va partir, mais nous avons entendu, par exemple, certains de ses ministres, tels que Mende Omalanga, qui dit, qui a répété plusieurs fois, le président Kabila va passer, l'expression qu'il utilise, fera donc un passage civilisé de pouvoir, donc le 19 décembre. Et moi, j'ai tendance donc à croire, quand il y a des déclarations comme ça qui viennent de la bouche des officiels donc d'un gouvernement, il faut les tenir responsables donc de ce qu'ils ont dit, et nous attendons que le 19 décembre qu'ils puissent partir. Est-ce que le dialogue est nécessaire en RDC? Bon, moi j'ai toujours pensé que le dialogue est nécessaire. Pourquoi? Parce que dans un pays où il y a des valeurs démocratiques, et quand il y a des problèmes qui fâchent, il faut en parler. Mais en parler ne veut pas dire que vous allez là-bas pour vous compromettre, pour aller permettre à qui que ce soit de prolonger son mandat à la tête du pays, au-delà donc des requis de la Constitution. Nous pouvons parler par exemple de quoi? On peut parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que ce qui est arrivé en 2011 ne puisse plus se reproduire, où il y a deux personnes donc qui sortent et qui disent qu'ils ont tous gagné. Qu'est-ce qu'il faudrait? On peut parler donc de ces questions donc d'enrôlement des nouveaux majeurs qui sont devenus majeurs depuis donc les élections de 2011. On peut parler de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour organiser donc des élections peut-être utilisant donc des moyens électroniques aujourd'hui pour que aussitôt que les élections donc sont terminées, on connaisse les résultats. Il y a plusieurs questions sur lesquelles on peut discuter. Mais discuter de ces questions-là ne veut pas dire changer la Constitution. Et là-dessus, je tiens et je répète, je tiens à rappeler que la Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est ça la base même de l'existence de l'État congolais en tant que pays, en tant que nation. Nous ne pouvons pas violer cette Constitution-là, nous devons la respecter, mais en dehors donc de ces dispositions constitutionnelles qu'il faut respecter, tout autre dialogue donc est le bienvenu. Si après septembre, octobre, qu'il n'y a pas d'élection maintenant, on va aller tout droit dans une collision, dans un déraillement. Bon, écoutez, la Constitution, encore une fois, prévoit des mécanismes à ce stade-là. La Constitution dit que les élections doivent être convoquées 90 jours avant la fin du mandat du président actuel. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, c'est septembre ou bien novembre? Au mois de septembre en principe. Oui, au mois de septembre, il faut que la CENI ait donc convoqué donc les élections. Donc, si cela n'est pas le cas, déjà à partir du mois de septembre, il y aura une violation de la Constitution. Et la même Constitution prévoit aussi l'article 64, que tous les Congolais ont les moyens de pouvoir, ou le droit de pouvoir donc défendre la Constitution lorsqu'elle n'est pas respectée. Et lorsqu'il y a un groupe de personnes qui veulent confisquer le pouvoir par la force, ils peuvent aller dans la rue, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour pouvoir donc récupérer. Donc la même Constitution prévoit donc tous ces mécanismes-là. Et moi, je souhaiterais vraiment que nous puissions éviter cela. Que les Congolais donc réalisent que les pays qui font donc des progrès, c'est ceux-là qui respectent les règles du jeu, qui respectent les lois, qui respectent la Constitution et que les choses se passent donc normalement. Je fais encore appel à nos amis de la majorité présidentielle autour du président Kabila pour qu'il puisse revenir donc à la raison et organiser les élections dans les délais comme cela est requis par la Constitution. Est-ce que l'hausse exorbitante de prix de l'Internet est vraiment justifiée? Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour parler de cela, mais je considère simplement que dans un pays où le pouvoir d'achat est très bas, augmenter donc les prix de l'Internet donc subitement, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas. Quelle est la justification pour cela? Je ne connais pas. Donc je pense que l'autorité de régulation dans le domaine donc de l'Internet, dans le domaine donc des prix, le ministère donc de l'économie doit faire leur travail pour pouvoir donc protéger les consommateurs, pour qu'il n'y ait pas donc d'abus de la part donc de ces compagnies d'Internet, des compagnies donc de télécommunications, oui. Ok, pour que la population donc, ne puisse pas être sujette donc à des augmentations donc des prix qui sont incontrôlées, qui sont subites, ainsi de suite là. Mais je n'ai pas suffisamment donc d'éléments pour pouvoir donc me prononcer donc sur cette question-là.
C'est quand nous comparons avec les pays frontaliers, le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est que le prix au Congo est 5 fois le prix de mégabytes. Comme actuellement, vous savez, au Congo, il y a un problème de listage qui est permanent et que les Congolais n'ont pas accès au courant, ils n'ont pas accès à la télévision, ils n'ont pas l'information. Le seul moyen que les Congolais étaient accès avec, c'est WhatsApp et Facebook. Comme les images des bénis, des journées des bénis ont circulé sur WhatsApp, qui les a propagées, il y a des gens qui croient que c'est effectivement pour gérer l'information, gérer une propagation de l'information, on veut un peu réduire l'accès à l'information. Que pensez-vous des gens qui pensent Oui, vous savez, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Oui. Tout gouvernement qui pense qu'il doit pouvoir priver ou empêcher sa population d'avoir accès à l'information se trompe. Les gens obtiennent l'information d'une façon ou d'une autre. Donc aujourd'hui, les gens avec les téléphones cellulaires, ils arrivent donc à se connecter et une fois donc qu'ils ont donc l'accès, ils peuvent lire l'information qui se passe au Nigeria, au Ghana ou en Asie, ainsi de suite, à la minute même. Donc je considère aujourd'hui que l'accès à l'information, c'est un droit élémentaire de la population. Il faudrait que chez nous, nous puissions donc permettre à la jeunesse, permettre donc à tout le monde d'avoir accès à ces informations-là, parce que ça fait partie donc de l'épanouissement donc de l'homme aussi. Et au-delà donc de cela, j'estime aussi qu'il faudrait que les prix soient les plus raisonnables possibles. Nous devons travailler pour que le pays puisse générer des emplois, créer des opportunités pour que chacun de nous puisse avoir donc un travail et avec ce travail-là qu'il puisse avoir un salaire décent, avec ce salaire décent qu'il puisse être en mesure de se payer les services élémentaires tels que l'accès à l'internet, à l'information, ainsi de suite. Oui, je voudrais que nous puissions parler rapidement avant de terminer de Moïse Katumbi et des problèmes que le suivent en RDC, aussi de Jean-Pierre Bemalaé. Oui, j'ai suivi le jugement qui a été rendu contre Jean-Pierre Bemba. Et franchement, j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc de rendre Jean-Pierre Bemba, de lui rendre visite en prison à La Haye. J'étais allé, je lui avais rendu visite en tant que compatriote. Donc ça avait pris beaucoup de temps pour organiser donc, cette rencontre. Mais j'avais pensé que c'était important lorsque l'un d'entre nous se trouve donc dans une situation donc, de ce genre-là. J'étais allé d'abord pour m'informer, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé de sa propre bouche, mais savoir aussi connaître un peu le processus donc, de justice, comment ça fonctionnait, entendre son point de vue. Donc j'ai dû échanger avec lui donc, sur beaucoup de choses. Et honnêtement, je trouve que c'est injuste. C'est vraiment injuste aujourd'hui qu'il soit la seule personne à être condamné dans un cas de ce genre, alors qu'il était, ou bien le MLC était invité à voler au secours d'un gouvernement qui était donc en place donc en République centrafricaine. Alors, je peux comprendre qu'il y ait donc des abus, des éléments incontrôlés donc de l'armée qui sont allés, qui ont commis peut-être donc des abus. Mais est-ce que c'était la seule armée qui a dû commettre donc de telles exactions et où se trouvaient donc les commandants donc des troupes centrafricaines qui étaient supposées superviser toutes les opérations, y inclut donc celle donc de l'armée donc du MLC. Donc je ne comprends pas comment on est arrivé donc à isoler Jean-Pierre Bemba de tous les autres, du président centrafricain, des généraux qui étaient donc en charge donc de l'armée centrafricaine. Alors je pense qu'il y a un tout petit peu quelque chose qui cloche. Et j'ai peur que certaines personnes qui disent qu'il y a un tout petit peu donc une main politique derrière ça, j'ai peur que cela donc soit le cas. Mais quoi qu'il en soit, le tribunal donc a rendu un jugement, donc j'ai compris qu'il y a un processus d'appel qui est en cours. J'espère qu'on va lui donner donc l'occasion de s'expliquer à travers donc ses avocats, à travers donc ce processus d'appel, et que justice donc soit rendue correctement. Et en ce qui concerne donc Moïse Katumbi, j'ai appris, comme tout le monde, l'accélération donc du processus de justice contre lui. J'étais surpris parce que la justice congolaise donc prend beaucoup de temps. Moi j'ai un conflit parcellaire au Congo qui dure depuis pratiquement 5-6 ans. L'affaire n'est toujours pas tranchée. Alors j'étais surpris que dans un cas comme celui-ci, en une semaine, il est convoqué au tribunal, en une semaine, il est inculpé, en une semaine, un jour après, il est condamné. Alors tout ça, ça ne donne pas l'air d'être un procès normal. Authentique, oui. Alors, sans connaître les éléments du dossier, moi tout ce que je souhaiterais, c'est que mon pays puisse retrouver la sérénité. Et des actions comme ça contre des individus ne nous honorent pas. Donc je souhaiterais que la justice congolaise donc, soit indépendante et pour que les décisions qu'elle rende ne soient pas entachées d'irrégularité, ne soient pas donc taxées d'être des chasses à l'homme en quelque sorte. Donc je souhaiterais simplement que Moïse Katumbi,
qui va faire donc l'appel. Je souhaiterais qu'on puisse lui donner l'occasion donc de se faire entendre correctement et que justice soit faite, mais cette fois-ci, une justice juste. En tout cas, pour ça, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Un mot de la fin. Bon, vous savez, je suis ici spécialement pour m'entretenir avec la communauté congolaise du Texas, ici à Houston. Je voudrais encore faire une fois de plus appel à la communauté congolaise pour qu'elle puisse continuer à être mobilisée, donc pour suivre de très près ce qui se passe donc au pays, à s'impliquer dans les efforts de restauration, donc de retour donc à la paix, de ne pas céder donc au désespoir. Si nous cédons tous au désespoir, nous abandonnons donc notre pays. Et je considère qu'il est important que les Congolais donc s'impliquent dans tout ce qui se passe donc au pays. Moi, à Washington, avec d'autres amis avec qui je travaille, nous sommes très impliqués dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que ça me fait rire lorsque certaines personnes donc disent qu'on est resté aux États-Unis pendant très longtemps et qu'on par conséquent ne connaît pas les réalités congolaises. C'est très faux. Nous connaissons les réalités de très près. Et moi, quand j'ai l'occasion donc de pouvoir parler avec des gens dans la communauté internationale, j'ai toujours toutes les informations donc, dont j'ai besoin pour défendre correctement mon pays dans la mesure donc, du possible. Dans ce cas précis, j'ai conçu donc une vision de développement. Cette vision de développement, j'invite les Congolais à pouvoir en prendre connaissance. Parce que c'est quelque chose qui, si nous arrivons à la mettre en œuvre, pourrait fondamentalement transformer donc la vie de nos concitoyens. Je vous informe que si on met en œuvre donc la vision de développement telle qu'elle est conçue, nous pouvons augmenter le produit intérieur brut par habitant de 394 $ aujourd'hui à 15 000 $ donc en 15 ans. Et nous pouvons tuer le chômage, c'est-à-dire créer le plein emploi pour tout le monde. Et ce serait créer des opportunités, non pas simplement donc pour les Congolais, mais également donc pour les habitants de la sous-région et aussi pour ceux qui viennent donc d'autres pays, les Américains, les Européens, les Asiatiques, et ainsi de suite. Là. Encore une fois de plus, moi je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée de m'adresser donc à vous, à votre public aussi. Merci. Merci professeur. Sur cette note-là, nous clôturons cette émission de ce soir. Au revoir.